Et nous recevons ce matin Jérôme Jaffray. Bonjour à vous. Bonjour. Politologue, chercheur associé au Cevipof. La clarté de vos analyses, Jérôme, fait de vous un homme précieux dans cette campagne présidentielle. Alors on y va. Plusieurs thèmes à vous soumettre. D'abord la primaire populaire. Est-ce que ça va changer quoi que ce soit à la situation de la gauche? Valérie Pécresse, ce soir, émission spéciale sur LCI. On va en parler. Quels sont les défis? Ça s'appelle Mission Convaincre. Sur quoi doit-elle convaincre? Marine Le Pen, Zemmour, la guerre, jusqu'où? Vous nous le direz. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner ou à perdre dans cette affaire? Puis on parlera d'Emmanuel Macron. Est-il en passe de gagner sa réélection? Ou est-il loin du compte, quoi qu'en disent les sondages aujourd'hui? Mais d'abord donc cette primaire populaire remportée hier soir par Christiane Taubira avec une mention bien plus. On va peut-être voir d'ailleurs le classement. On rappelle que cette primaire avait pour but initialement d'unir la gauche. Aujourd'hui, ce résultat change quoi, Jérôme Jaffray? Écoutez, ces résultats, il n'est pas tout à fait négligeable et je suis un peu surpris de la sévérité de certains jugements portés sur cette primaire populaire. C'est un objet encombrant au milieu de la pièce dans laquelle est enfermée la gauche. La gauche, elle n'a pas une grande pièce pour cette élection. C'est un objet encombrant qui dit à la fois la demande d'union de beaucoup d'électeurs, et il est évident qu'elle ne sera pas satisfaite rapidement, en tout cas, cette demande d'union. C'est aussi une demande d'intervention citoyenne. Et du coup, ça met en cause les partis de gauche et la gauche tout entière. Dans ces projets de réforme, la gauche, sur les institutions, elle met en avant le référendum d'initiative citoyenne, l'élargissement des consultations, et on ferait fi du fait que presque 500 000 électeurs se sont intéressés à cette consultation, ont voulu voter. Donc, il y a quelque chose qui ne pourra pas être négligé dans la reconstruction de la gauche ultérieurement. L'intervention citoyenne que marque cette primaire populaire aura des traces pour la suite des opérations. Même, pardon, juste une parenthèse, même si ce système de départage citoyen met aux voix, si je puis dire, à la notation des candidats qui ne voulaient pas être soumis à ce vote. Est-ce que ça, quand même, c'est aussi démocratique que ça voulait l'être? Alors, le bas blesse, bien entendu, vous avez raison de le souligner. Le bas blesse sur 2 points. Premièrement, effectivement, il y a des candidats à l'élection présidentielle, mais qui ne voulaient pas se compter dans la primaire populaire, qui ont été inclus, mais ils sont tout de même candidats à la présidentielle. Donc, ils ne sont pas tout à fait en dehors du jeu politique. Et puis, d'autre part, il n'y a pas eu de débat. Et c'est le débat qui fait la richesse d'une consultation. Si vous n'avez pas des débats dans lesquels Anne Hidalgo pouvait débattre avec les autres et montrer son projet, ses différences qu'elle avait, la force du vote s'en trouve réduite, je trouve. C'est ça où je suis gêné, bien entendu. Vous avez raison sur ce plan-là. Pas de débat, une signification de consultation qui est réduite. Mais quelle claque quand même pour Anne Hidalgo, le résultat. C'est ce qui vous frappe? Mais oui, c'est-à-dire qu'on s'attendait effectivement à une victoire de Christiane Taubira. Moi, j'ai recalculé, je me suis amusé, évidemment, je n'ai pas résisté. J'ai recalculé les résultats sur la mention « très bien » en les ramenant à 100%. Ouais. Alors, Mme Taubira, 42... Vous pouvez voter pour plusieurs, on pouvait donner des notations à plusieurs. Voilà, mais j'ai pris uniquement les très bien, et finalement, avec les très bien, on n'est pas si loin du 100% quand on totalise tous les candidats, ce qui signifie que, quand même, en général, les votants n'ont choisi qu'un seul mention très bien. Taubira, 42%, très nettement devant. Vous avez Jadot, 19, Mélenchon, 18, Laroutourou, 11, et Anne Hidalgo, 5. Et les 2 dernières candidates, 2,5 chacune. C'est terrible, c'est-à-dire qu'il y avait une dimension quand même anti-parti, anti-PS dans le vote, qui pèse assez lourd, anti-social-démocrate sans doute aussi. C'est la gauche, très à gauche, qui va voter dans ce genre de scrutin. Mais du coup, c'est évidemment une claque, parce que la fonction de la primaire populaire, on va voir ce qu'il en est, c'est de porter le vainqueur et éventuellement de discréditer politiquement les vaincus, les nets vaincus. Net vaincu, il n'y a que Anne Hidalgo. On se demande si Jadot n'aurait pas dû jouer le jeu de cette primaire populaire. Il finit second. Et il peut avoir des regrets, lui. Peut-être peut-il avoir des regrets. Il aurait pu, en adoubant le processus, être devant Taubira et donc avoir un élan qui et à ce moment-là, régler le problème de l'union. Parce que Taubira avait dit qu'elle se soumettrait et Anne Hidalgo voulait Jadot. Attendez, donc peut-être une erreur. Et puis, on va voir si porter le vainqueur, on va voir ça. Les sondages vont retrouver toute leur place. Est-ce que Mme Taubira va progresser ou pas dans les sondages dans la semaine qui vient, la semaine suivante? Est-ce qu'on va avoir un mouvement ascendant? Vous pensez ou pas?
Vous pensez que ça va lui donner de l'élan ou pas? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Les ralliements, c'est autre chose. Est-ce qu'un certain nombre de socialistes vont dire, bon, maintenant, ça suffit? Et je pense à un certain nombre de maires socialistes, de personnalités socialistes, en disant, maintenant, ça suffit, on ne peut pas continuer en allant sur ce chemin où le 5% d'Anne Hidalgo dans une consultation interne de la gauche signifie que le désastre est en marche pour le 10 avril prochain, et donc il faut aller vers une candidature d'union, et c'est Christiane Taubira qui doit nous représenter. C'est la question qui va se poser. Et puis les parrainages, on va aussi voir en termes de parrainage, on disait que Christiane Taubira aurait du mal, est-ce qu'il va y avoir un mouvement de parrainage? C'est tout ça qu'il va falloir suivre pour savoir si la primaire populaire pour la présidentielle joue un rôle. Vous avez parfaitement répondu à la question, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça peut changer? Ça ne fera pas l'union de toute façon, ça c'est mort. Mais en revanche, ça peut changer quelque chose pour Anne Hidalgo. Ça peut achever, en tout cas, contribuer à une déliquescence encore disons, plus en tout cas, importante de cette c'est la candidature mal partie. dernière sortie avant l'autoroute pour les socialistes, de savoir s'ils continuent gaiement vers le 10 avril ou s'ils cherchent une solution. On va suivre ça de près. Ce qu'on suivra aussi ce soir, Jérôme Jaffray, c'est l'émission, la première émission spéciale présidentielle du soir sur LCI, Mission Convaincre. Valérie Pécresse face à David Pujadas et Ruth Elkrief. Mission Convaincre, précisément. Elle doit convaincre de quoi ce soir, Valérie Pécresse? Écoutez, c'est une campagne sérieuse que mène Valérie Pécresse, extrêmement sérieuse. Et il n'y a pas beaucoup de campagnes très sérieuses dans cette présidentielle pour le moment. Elle défile les sujets un par un, la sécurité, la santé, la justice, les salaires avec quelques problèmes, on y reviendra peut-être. Donc il y a quelque chose. Il faut maintenant pour elle arriver à installer l'idée qu'elle est dans un match, non pas avec Zemmour et Le Pen, mais dans un match avec Macron. Et ça pour elle, je dirais, c'est le pas qu'il faut franchir. Et avec une question subsidiaire absolument délicate et fondamentale pour elle, pourquoi un électeur de centre droit abandonnerait Macron pour voter Pécresse? Qu'est-ce qu'il ferait? Parce que le problème, un des problèmes qu'a Valérie Pécresse, il faut aussi qu'elle cesse d'être une sorte de porte-voix du Parti des Républicains. La crise des partis politiques, elle ne touche pas que le Parti socialiste. Les Républicains sont aussi touchés, moins en apparence que le Parti socialiste, mais 15% des voix pour une formation créée par Nicolas Sarkozy pour occuper, et par Jacques Chirac, sous le nom du MP en 2002, pour occuper tout l'espace entre la gauche et l'extrême droite, et normalement s'installer à 30% des suffrages régulièrement, et qui en fait pèse 15% quand les Républicains se considèrent seuls, ça c'est pas suffisant pour Valérie Pécresse. Il faut donc déborder. Et René Raymond, grand historien René Raymond, distinguait trois droites. Il y a la droite, au fond, on peut dire aujourd'hui, régalienne, parfois identitaire quand elle va vers l'extrême droite. Il y a une droite libérale conservatrice. Valérie Pécresse, c'est la droite libérale conservatrice. Mais il y a une droite moderne et européenne. Elle doit là, elle est aussi... chez Macron, cette droite-là. Ouais. Et tant que Valérie Pécresse n'arrive pas à récupérer l'ensemble des droites derrière elle, elle est sur un score relativement Comment faible. Elle peut le faire? Comment elle peut faire ça? C'est à elle de trouver cette solution. Mais si elle reste sur l'idée que c'est un match avec Zemmour et Le Pen, elle s'enferme entre droite libérale conservatrice et droite régalienne identitaire qui la déporte. Il y a un certain nombre d'électeurs de centre droit dont l'objectif politique dans la vie n'est pas que Éric Ciotti et Laurent Wauquiez soient les têtes de proue d'un gouvernement Pécresse. Elle a besoin de cette aile droite. Elle ne peut pas non plus complètement se déporter vers le centre. Bien entendu, mais peut-être que jusqu'à présent, elle a surtout cranté sa droite et peut-être pas assez aller vers le centre droit. Vous savez, il y a à peu près 20 à 25% des électeurs Fillon de 2017 qui aujourd'hui déclarent qu'ils votent Macron. C'est-à-dire qu'ils donnent à peu près 4 points à Macron. Macron est à 24%. Si 4 points des électeurs Fillon sont chez Macron, et si Pécresse parvenait à les récupérer, elle serait vers 20%. C'est pour ça qu'on dit en ce moment, depuis plusieurs jours, qu'elle est dans une période de creux. Vous regardez le dernier rolling. Vous savez qu'on a un rolling tous les jours, un rendez-vous avec le sondage IFOP, tous les jours à 17h sur LCI. Effectivement, elle est maintenant un peu en dessous de Marine Le Pen, alors qu'elle avait réussi avec la primaire dans la foulée à être dans un match à deux avec Emmanuel Macron. Elle est maintenant, on le voit sur ce schéma, à 16,5. Marine Le Pen est devant. Elle est dans un creux, oui. Et si oui, c'est pour la raison que vous dites, c'est-à-dire elle n'arrive pas à vraiment avoir une identité et une stature présidentielle. Elle est trop chef de parti. Alors,
La stature présidentielle, je dirais, elle viendra, si elle doit venir. C'est une conséquence. Ça vient vite, plutôt... hein. Il reste 69 mais jours. c'est le projet qui créera la stature présidentielle pour Valérie Pécresse. C'est le fait qu'elle arrive à réunir les différentes droites qui fera un moment qu'elle peut s'installer comme une évidence politique. C'est plutôt comme ça que ça fait. C'est pas une lumière divine qui descend sur vous le matin et fait que vous vous sentez président. Un de ces problèmes aussi, si vous permettez, c'est qu'il faut justifier pour elle le besoin de réforme, la demande de réforme. Le problème du Covid et du quoi qu'il en coûte, c'est que ça a liquidé l'idée de la réforme. La demande de réforme pour remettre l'ordre. C'est pas ce qu'attendent les Français, c'est ce que vous dites, principalement. Pour le moment, du coup, c'est quelque chose qui n'existe pas. Or, la droite en a besoin. La droite dit qu'il faut faire des réformes pour que le déclin du pays, le déclassement du pays ne menace pas, etc. Elle a un problème de convaincre là-dessus. Elle a ajusté, juste un mot là-dessus, parce que vous y avez fait allusion, elle a ajusté une de ses mesures de campagne. Elle avait promis 10% d'augmentation des salaires jusqu'à 2,2 SMIC. Elle a pris un risque en disant finalement je ne le fais pas comme ça, je ne ferai que 3% et puis aux entreprises de faire le reste. Est-ce qu'elle a pris un risque en changeant de pied ? Elle a d'abord pris un risque en annonçant cette mesure, je dirais plutôt. Et ça va être un des éléments très intéressants du débat de ce soir avec David Pujadas et Ruth Elkrief, savoir qu'elle s'explique sur ce plan. L'erreur initiale, c'est l'État qui fixe les salaires, en gros. C'est ça son premier message. Or, c'est l'inverse de ce que pensent des électeurs de droite normalement constitués. L'État ne fixe pas les salaires. Vous pouvez alléger des cotisations, mais c'est dans les entreprises que se discutent les salaires et que la croissance, etc., fait que les salariés peuvent créer un rapport de force, surtout en période où le chômage a beaucoup diminué, qui fait que vous pouvez obtenir des augmentations de salaire. En revanche, ce qui sera aussi intéressant, c'est là où l'État est responsable, par exemple à l'égard des fonctionnaires. Est-ce que Valérie Pécresse maintient sa promesse des 10% là où l'État est responsable ? Ce soir, l'émission sera très intéressante sur ce point. Et aussi préciser peut-être là où elle fera des suppressions de postes de fonctionnaires, puisque jusque-là, c'était assez flou. 20h50. Et ce qui répond au problème, le besoin de réforme. Et s'il faut convaincre du besoin de réforme, la retraite à 65 ans, la suppression des postes de fonctionnaires, voilà, convaincre là-dessus. C'est important ce soir pour elle. Elle presse Emmanuel Macron de rentrer en campagne. Cette non-candidature du président, c'est un manque pour elle, c'est vrai. Ou pas. D'ailleurs, est-ce que ça pour tout l'espace politique, bien entendu, et elle en aurait besoin. Le problème que personne n'ose dire, parce que les macronistes ne veulent pas afficher trop clairement leur optimisme, les autres candidats ne vont pas aller dire le contraire, les journalistes veulent que jusqu'au bout la présidentielle soit disputée, c'est que pour le moment, la réélection d'Emmanuel Macron paraît assez facile. C'est ça, c'est la première fois depuis 1988 en France qu'on a un président en position. Parce que souvenez-vous, la difficulté de Chirac en 2002, Sarkozy échoue en 2012 et François Hollande ne pouvant pas se représenter en 2017. Là, nous avons un Emmanuel Macron qui présente une situation relativement facile. Pourquoi c'est facile ? Parce qu'on lui laisse un espace politique et idéologique très large. La social-démocratie n'est plus présente. Et on le voit bien d'ailleurs avec à la fois Anne Hidalgo n'a pas un programme social-démocrate. Il ne suffit pas de dire je suis social-démocrate pour être social-démocrate. Il faut un programme social-démocrate. Elle n'en a pas. Donc on laisse tout l'espace de centre-gauche pouvoir aller vers Macron, c'est très net. Et deuxièmement, je le disais, la droite moderne et européenne n'est pas aujourd'hui occupée par l'espace Pécresse. Donc là aussi, elle est chez Macron. Donc on laisse à Macron un espace idéologique très large. Il l'a pris. Il espère évidemment affronter les extrêmes au second tour de scrutin. Et en particulier, évidemment, Marine Le Pen. C'est donc, alors, évidemment, s'il se trouve face à Valérie Pécresse au second tour, ce sera beaucoup plus difficile. Ça, vous répondez à une de mes questions. Il a intérêt à avoir Marine Le Pen en face de lui. Écoutez, je ne parle même pas de Zemmour, mais c'est évident par rapport à Pécresse. Bien évidemment. Si Valérie Pécresse arrivait au second tour, ce serait un bouleversement politique parce que aujourd'hui, c'est totalement inattendu. Et quand vous dites, par exemple, alors la dimension présidentielle et tout ça, mais elle lui serait automatiquement accordée à ce moment-là, par définition. Encore faut-il qu'elle se qualifie, évidemment. Mais donc Emmanuel Macron, un mot aussi, tiens, il va finir par rentrer en campagne, c'est une question de jour. Peut-être, quand même. Mais donc vous nous dites que cette réélection, elle est pour l'instant facile par rapport à ses prédécesseurs. Pour le moment. Mais il est fragile comme candidat ou pas, dès qu'il le devient ? Écoutez, tout le problème, c'est quel mandat veut-il, quel mandat cherche-t-il. Les seconds mandats de président, c'est toujours une épreuve. C'est très, très difficile. D'abord, la succession du président réélu s'ouvre
le soir de sa réélection, donc le climat devient difficile. Et puis, si c'est une réélection où il n'y a pas un mandat clair pour réformer le pays, imaginez les réformes que voudra faire Emmanuel Macron et la façon dont ça sera reconnu. Je parlais en début d'émission d'implication citoyenne. Nous avons vu ça avec les Gilets jaunes. C'est une forme d'implication citoyenne. Donc, une réélection trop facile, c'est extrêmement dangereux aussi pour un président. Il faut bien qu'Emmanuel Macron fasse campagne et dise quelque chose dans sa campagne. Bon, ce sera l'enjeu, il y réfléchit, semble-t-il. Juste un mot, parce qu'il faut parler évidemment du RN, Marine Le Pen, mais le débat de premier tour, Gabriel Attal disait hier, je suis sceptique sur le fait que le président y aille, il y aura 12 candidats, ils parleront tous contre le président, il aura 10 minutes pour répondre à tous. Il va devoir s'y plier ou pas? Écoutez, on le souhaiterait pour la démocratie, parce qu'effectivement, dans cette campagne qui pour le moment est un peu décevante, disons-le là-dessus, ce serait éminemment utile. Maintenant, la vérité, c'est que tout le monde, ce serait Saint-Sébastien criblé de flèches. Forcément, tout le monde viendrait dire « Ah ben, la France a reculé, le bilan est désastreux, on ne peut pas continuer comme ça ». Et vous finissez par être saoulé de coups. Ça peut créer un petit mouvement de sympathie pour la victime, mais ça n'est pas sûr. Donc, alors Emmanuel Macron, il a cette particularité, c'est qu'il ose beaucoup de choses. On verra. On verra. Ça ne s'est jamais fait pour un président sortant se représentant. Saint-Sébastien criblé de flèches. L'image est plaisante. À 8h49, il nous reste 3 minutes pour parler du Rassemblement national. Omniprésent dans le débat ces derniers jours sous l'angle du feuilleton des ralliements déjà faits ou à venir. Et une Marion Maréchal qui refuse de soutenir sa tante. Est-ce que ça fragilise Marine Le Pen qui jusque-là a très bien résisté aux assauts relativement bien résisté aux assauts Zemmour et au départ? En termes sondagiers électoral, je ne sais pas. En termes politiques, oui, clairement. Ça affaiblit Marine Le Pen. Ça l'affaiblit Marine Le Pen parce que, d'une part, ça dit que l'avenir, ce n'est pas Marine Le Pen. C'est un problème de génération aussi. Ce que représente Marion Maréchal, c'est évidemment une génération plus jeune qui dit au fond le vieux monde. Là, on renvoie Marine Le Pen à l'idée du vieux monde. L'idée également que Marine Le Pen soit capable de diriger une équipe, d'avoir une équipe derrière elle solide, unie. Déjà, elle n'a pas beaucoup d'alliés, mais en plus, si sa propre équipe se dissout progressivement, c'est effectivement une sorte de supplice. Je crois qu'elle a raison. Et puis, le procès qui est fait à Marine Le Pen derrière, c'est le procès de ne pas s'être installé sur le thème de l'union des droites et d'avoir continué à être dans une forme de national-populisme, empruntant des tas de thèmes à la gauche, et donc d'être en dehors de ce qu'il faut. Parce que derrière cette opération Marion Maréchal, c'est toute la construction d'un parti conservateur, identitaire, puissant, dans les prochaines années, qui est fait. Et derrière, ça évidemment, si vous me permettez, une forme de concurrence qui s'ouvre entre Éric Zemmour et Marion Maréchal pour la direction des opérations des années qui viennent. Et là, le score d'Éric Zemmour va compter. Si finalement il fait moins bon score que ce qu'il espère, Marion Maréchal pourra aspirer à être la leader de ce futur parti conservateur identitaire. Mais ça veut dire que Zemmour ne croit plus, s'il n'a jamais cru, à la victoire le 24 avril. Il joue le coup d'après et donc il organise cette guerre avec Marine Le Pen, parce que ça nuit au rassemblement quand même pour un deuxième tour éventuel. Ça nuit bien entendu au rassemblement et ça nuit aussi d'une certaine façon à l'ensemble Zemmour-Le Pen. La nouvelle n'est pas mauvaise pour Pécresse à cet égard. Ça remet l'extrême droite dans le bain de l'extrême droite entre elles, avec les querelles éternelles du Front National et de la famille Le Pen. Merci infiniment, Jérôme Jaffray, d'avoir été ce matin sur LCI. Explication claire, c'était promis, promesse tenue. Merci à vous, bonne journée, à bientôt. Vous reviendrez, de toute façon, on vous retrouve chez David Pujadas tous les jeudis soirs, dans le 18h, 20h, et vous serez de toutes les soirées électorales sur LCI. Bonne journée à vous.